Salut camarades. Et non, ce n'est absolument pas la vidéo sur la chute de Constantinople en 1453. Oui, je fais durer le suspense, mais c'est parce que c'est le projet le plus conséquent et le plus original sur lequel j'ai jamais bossé. Du coup, je l'ai pas fini encore. En revanche, en attendant, je peux vous proposer de refaire un tour du côté de la première croisade. Ça fait longtemps. Je vous conseille d'ailleurs de revoir les anciennes vidéos sur le sujet, ça fera de mal à personne, parce que sinon vous allez avoir du mal à comprendre. Donc, après la dure traversée d'Anatolie, la croisade s'est scindée en deux à Marash au début d'octobre 1097. Il y a ceux qui sont vaillamment allés assiéger Antioche, la puissante et prestigieuse métropole syrienne, étape incontournable vers la Palestine et Jérusalem, et ceux qui sont partis avec Baudouin de Boulogne vers l'est pour fonder ce qui va devenir le premier État latin d'Orient, le comté d'Édesse. Celui-ci joua sur le coup un rôle essentiel sur le plan militaire et précurseur sur le plan politique. Comment diriger une population multiconfessionnelle et multiethnique quand on est soi-même une minorité ethnique et religieuse récemment débarquée ? Vous vous souvenez forcément de Baudouin de Boulogne, le petit frère de Godefroy de Bouillon, récemment sorti des ordres, n'ayant rien à perdre et prêt à tout pour récupérer un lopin de Terre Sainte. S'il est moins connu que son prestigieux grand frère, la suite nous prouvera qu'il a eu un destin bien plus majeur et qu'il est sans doute le plus fin politique, l'un des plus infatigables combattants et l'un des plus grands stratèges de la première croisade, voire de toutes. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. On l'a déjà vaguement croisé du côté de la Cilicie, tirant la bourre à son alter ego Tancrède, avant de rejoindre vers fin septembre 1097 le gros des croisés à Marash, la ville de l'arménien Tatoul. Alors, le temps d'enterrer ses mômes et sa meuf Godver, mort de maladie et qui suivait depuis l'Europe comme beaucoup d'autres familles, et il repart dès la mi-octobre vers l'est. Sans apparemment en avoir grand chose à foutre d'ailleurs. Mais il aurait bien pu ne pas repartir aussi facilement, et se faire bien taper sur les doigts par les autres chefs croisés, après ce qu'il a fait en Cilicie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. En Cilicie, il s'est quand même battu avec les hommes de Tancrède pour diriger la région. Voire même pire, il a laissé faire le massacre de certains d'entre eux par les Turcs. Ça la fout mal, entre soldats du Christ venus pour le salut de la chrétienté, de se crêper le haume pour des problèmes bassement matériels. En plus, faut bien dire ce qui est, ils sont pas venus très nombreux, les gonzes, face aux Turcs, aux Arabes, aux Byzantins, etc. Alors s'ils commencent déjà à se foutre sur la gueule entre eux, ça risque de pas durer longtemps. On peut donc supposer que si on l'a laissé repartir, c'est qu'il a promis 2-3 trucs. Genre, mais comme ça, je pourrais vous approvisionner grâce aux cultures des berges de l'Euphrate. Ou encore, mais comme ça, je pourrais protéger votre flanc gauche. Bah ouais, parce qu'en effet, c'est par là qu'on pouvait s'attendre à voir débarquer les armées d'Alep, de Mossoul, du Khorasan ou encore du roi de Babylone, puisque c'est comme ça qu'ils appelaient le calife de Bagdad, ces mecs. Futé! On le laisse donc repartir avec environ une centaine de chevaliers. Pas plus parce qu'on présupposait que le siège d'Antioche ce serait Tandax. En attendant, Baudouin... Un gros malin, celui-là. Mais s'il avait des arrière-pensées de conquête, il n'est pas non plus parti au pif dans le désert. Il avait dans son état-major le frère du prince arménien Kogh-Vasil, un certain Bagrat, ou Pakrad, ou tout propre. Non, je déconne pour le dernier. Bagrat, il l'a probablement rencontré à Nicée, et c'est sans doute lui qui lui a fait rencontrer les Arméniens de Cilicie, puis ceux de l'Euphrate, qui sont toujours en quête d'indépendance. Et ce sont sans doute eux qui l'ont attiré vers l'Est. Les différents chrétiens locaux préféraient largement les croisés, qu'ils connaissaient mal mais qu'ils supposaient plus efficaces face aux Sarrasins de tout poil et plus tolérants, que les Byzantins, qu'ils savaient trop autoritaires, trop impuissants et super intolérants au niveau religieux. Et en effet, pendant l'hiver 1097, plus Baudouin s'avance dans les terres, et plus les Arméniens, Syriaques et autres chrétiens se rallient à lui. Il massacre par exemple les garnisons turques locales, assez petites, puisque finalement les Turcs n'ont jamais entrepris de vraie colonisation de la région. Je rappelle qu'en plus, les Byzantins sont parfois partis depuis peu, et l'islam étant tolérant envers les autres religions du livre, il y a souvent beaucoup plus de chrétiens de tout poil présents depuis des siècles que de musulmans récemment débarqués. Continuant ainsi à se soulever et à accueillir Baudouin en héros partout où il arrive, les chrétiens lui permettent d'occuper sans trop d'efforts les indispensables forteresses de Rouandan et de Tel Bachaïr, qui contrôlent les rives occidentales de l'Euphrate, et qu'il remet d'ailleurs à ses fidèles arméniens, dont Bagrat. Une vraie promenade de santé par rapport à Antioche, où ça rigole beaucoup moins. Engagez-vous, qui disait.
Début 1098, arrive une ambassade de Tauros d'Édesse, qu'on a déjà vu ensemble. Il prévient Baudouin que l'atabeg Kirboka de Mossoul, qu'on a déjà aussi vu ensemble, est en train de lever une énorme armée pour venir péter la gueule des croisés qui assiègent Antioche. Bon, il le dit pas non plus de façon purement altruiste, il sait très bien qu'entre Mossoul et Antioche, il y a Édesse. Et puis il y a aussi l'émir turc de Samosate, Baldouk, qui menace régulièrement Édesse. Donc pas fou, plutôt que de se faire défoncer la gueule, il préfère donner beaucoup d'or à Baudouin pour qu'il devienne son mercenaire. Mais Baudouin a du flair. Il sait qu'il peut en tirer beaucoup plus. Il ne demande rien de moins que d'être adopté par Tauros, qui n'a pas d'enfant, et de co-diriger Édesse avec lui. Voilà, je rappelle aimablement que si son père est mort en 1087, sa maman, elle est bien vivante, bon c'est pas bien grave, le vieux qui est entouré d'ennemis et qui est détesté par son peuple comme je l'ai déjà expliqué, il n'a pas tellement de choix, donc il accepte. Franchissant l'Euphrate en février 1098 avec 80 chevaliers, Baudouin arrive à Édesse où la cérémonie se fait à l'arménienne. C'est-à-dire que Baudouin, le grand Baudouin barbu, musclé, tout ça, arrive torse nu et rentre dans l'énorme chemise de son papa, son nouveau papa, et frotte son torse rutilant de muscles subtils contre le flétri vieillard et rebelote avec sa nouvelle maman. Voilà. Alors d'habitude cette cérémonie se fait plutôt avec des mômes. Là ça a dû être un chouïa étrange. En tout cas, les Édesséniens l'adorent, et à l'inverse, ils détestent Tauros. Les Arméniens parce qu'il est orthodoxe et fonctionnaire byzantin, faute impardonnable à leurs yeux, et les Syriaques, Arabes, etc. parce qu'il est arménien. De toute façon, il fait raquer un maximum d'impôts à tout le monde, donc c'est vite vu. Si jusqu'ici, ils avaient besoin de lui pour survivre parmi les Turcs, les Arabes, les Byzantins, etc., maintenant ils ont trouvé mieux. Donc malgré tout ce qu'il a fait pour eux, ils vont le renverser et filer le pouvoir à Baudouin. On ne sait pas s'il a participé à la conjuration ou pas. En tout cas, il était au courant. Et alors que le vieux avait obtenu de son fiston la permission de partir et sa protection, il s'est fait salement déchiqueter la gueule par une foule en furie. Tandis que le fils indigne ne bougeait pas le petit orteil, prétendant, malgré tout de même ses 80 potes chevaliers en armure et à cheval, qu'il ne pouvait pas retenir la foule. Qui s'en est donné à cœur joie sur le vieux. Alors on déguste un vieille merde. Le voilà donc solidement installé dès le 10 mars 1098, avec tout le pognon amassé avant lui par Tauros, par les Turcs, par les Byzantins, etc. Et si jamais on lui reproche son manque de légitimité, il peut toujours se justifier vaguement auprès de Byzance, qui cherche à remettre la main sur Édesse en tant qu'ancienne terre d'empire, ça on l'a déjà vu, en disant « Ah mais c'est lui qui m'a adopté, c'est pas moi qui l'ai renversé, c'est eux qui m'ont donné le pouvoir, j'ai pas violé mon serment !» Et auprès de ses potes croisés, en disant « Oh, alors c'est peut-être pas la Terre Sainte, c'est peut-être pas Jérusalem, j'ai peut-être pas respecté mon vœu de croisé, mais ça peut vous sauver les miches !» Il est très fort ce mec. Pour marquer le coup, et puisqu'il est désormais bourré de thunes, il va tout bonnement racheter l'émirat turc de Samosate au fameux Baldouk, qui flippe un peu depuis que Baudouin dirige Édesse. De manière générale, les Turcs pétochent un peu face aux croisés depuis la traversée d'Anatolie. Du coup, non seulement il double ses terres, récupérant aussi la ville de Sarouch, mais en plus, il met fin à la menace turque la plus proche, et s'assure la reconnaissance des Édesséniens, le tout sans aucun effort. Putain, il est fort ce con. Le truc, c'est qu'il n'est venu qu'avec 80 chevaliers. Sa principauté étant grande, il va donc au début diriger avec l'aide des notables locaux, qu'ils soient arméniens, arabes, turcs, etc., et il va maintenir leur liberté de culte. Alors oui, ça peut nous paraître évident, à nous, pauvres petits Baptous de 2017, mais pour l'époque, c'est super osé. Tout comme le fait qu'étant veuf, il a épousé une princesse arménienne pour étendre son pouvoir. Tout ça, ça choque grave les Occidentaux, qui en soi, ils sont venus pour dézinguer de l'infidèle, libérer du chrétien d'Orient, et éventuellement le dézinguer aussi s'il est un petit peu trop hérétique sur les bords. En aucun cas, ils sont venus pour vivre en harmonie avec tout ce schmilblick. Et pourtant, c'est super bien vu, et parfaitement logique. À aucun moment, les Latins n'ont été assez nombreux pour investir entièrement les territoires occupés. Fallait donc faire avec les populations déjà présentes, et c'est comme ça que vont se construire progressivement tous les États latins d'Orient, opposant ces Latins locaux qu'on appelle des poulains, qui sont généralement polyglottes, multiculturels, tolérants, diplomates, etc., et dont Baudouin est le précurseur visionnaire,
aux grosses brutes d'Occident qui débarquent de temps en temps pour buter tout ce qui est barbu indistinctement, sous prétexte qu'on les y a enjoints. Mais sa renommée grandissant, de plus en plus de chevaliers rejoignant la croisade, ou déjà en train de crever la dalle devant Antioche, décident de plutôt venir chez lui. Nourriture, terre, or, poste à pourvoir, tout est abondant à Édesse. Sauf que les locaux ne voient pas forcément d'un très bon œil ces hommes à qui on refile leurs terres et qui les supplantent de plus en plus auprès du comte, formant un conseil dont ils sont exclus. Ils commencent à se demander s'ils n'ont pas fait une connerie, si le remède est pas pire que le mal. Du coup, ils complotent. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Il a beau être tolérant, Baudouin, il se souvient des bonnes vieilles méthodes. On coupe les pieds, le nez, on crève les yeux, on rançonne, jusqu'à ce que ça se tasse. Donc oui, pour le moment, vivre en harmonie entre peuples multiconfessionnels, ça veut avant tout dire « on cohabite uniquement parce que mes potes ils sont pas encore arrivés, après quoi je leur refilerai tes terres, tes responsabilités, peut-être ta femme, et toi, estime-toi heureux d'être toujours vivant et de pouvoir payer tes gris-gris, Ça s'améliorera au fur et à mesure des croisades, mais pour le moment, en fait, c'est pas si mal. Quand l'idée de base, c'est que le sarrasin, ça ressemble à ça. Voilà. Par rapport à la croisade, quelle fut l'utilité immédiate de ce fameux comté d'Édesse? Mitigé. D'un côté, comme on l'a vu, la prospérité du comté attira énormément de déserteurs du siège d'Antioche et autant de renforts destinés à la croisade. Donc en soi, mauvaise magie. Oui, mais non. La preuve, c'est que quand l'immense armée de Kirboka, la Tabek de Mossoul, s'est dirigée vers Antioche pour enlever le siège, elle a passé 3 semaines à assiéger Édesse, brillamment défendue par Baudouin, avec succès. Du coup, ayant abandonné ce siège, Kirboka est arrivé en vue d'Antioche le 4 juin 1098, le lendemain de l'entrée des croisés dans la ville. Il se retrouve donc à faire le siège de la ville qu'il aurait pu libérer sans souci la veille, s'il ne s'était pas attardé devant Édesse. Les croisés ont dû se foutre de sa gueule. Alors on peut se dire qu'avec les renforts détournés vers Édesse, Antioche aurait pu être prise plus tôt. Mais en même temps, si les renforts détournés vers Édesse n'avaient pas été à Édesse, Kirboka aurait sans doute vaincu Baudouin, perdu moins de temps, et pris les croisés devant Antioche, certes un peu plus nombreux, en tenaille entre son armée et la garnison de la ville. Ce qui aurait pu très mal se terminer pour eux. Du coup, c'est difficile de trancher. Ce qu'on peut conclure en revanche, c'est que les croisés, et Baudouin de Boulogne en particulier, ont toujours eu beaucoup de bol. Même si à Antioche, ça n'a pas été de la tarte. Ça, on le verra. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce petit retour vers les croisades a été des plus chatoyants. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu remis dans le bain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un pouce vers le bas, mais si vous expliquez derrière, c'est génial, je préfère, c'est quand je suis content, donc n'hésitez pas à communiquer dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc. Un immense merci aux tipeurs, ça vous le savez, comme d'habitude. Franchement, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Si vous en avez envie aussi, vous en avez les moyens, vous pouvez donc me faire un don sur le site Tipeee. Pour les vidéos qui vont suivre, alors la grosse vidéo sur le siège de Constantinople en 1453, je vais essayer de la faire assez vite, mais comme je le disais au début de la vidéo, c'est un très gros projet, j'ai encore jamais essayé ça. On verra bien ce que ça donne, mais je pense pas pouvoir la faire avant les vacances de Noël. Ensuite, les vidéos sur le siège d'Antioche qui vont suivre. Pareil, vu que c'est un siège très emblématique et très gros, ça va être le même traitement que les vidéos habituelles, mais ça risque d'être plus fractionné, parce que c'est très gros, c'est intéressant de se pencher dessus, donc il y aura peut-être plusieurs petites vidéos sur le siège d'Antioche. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, pour les abonnements, les ratés, le truc, je sais même plus pourquoi. Enfin, apparemment il faut le faire, donc allez-y, faites-le, cliquez là. Et donc si je ne vous vois pas avant, ce qui est plus que probable, et passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine.